Ce n'est pas tous les jours que la Fondation SCP ouvre un tout nouveau site et nomme un nouveau directeur. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Les travaux sont sur le point de commencer sur le site 41 et un chercheur chevronné et réputé a été nommé directeur de ce tout nouveau site. On ne lui a pas encore dit grand-chose, mais il est déjà sûr de certaines choses. On a découvert une nouvelle anomalie très dangereuse, on a construit un site autour d'elle et ses nombreuses années de loyauté envers l'organisation ont enfin été récompensées par une promotion. Alors qu'il prend sa douche, son esprit s'emballe, passant en revue tout ce qui peut l'attendre. Sera-t-il à la hauteur des enjeux ? À quel point cette nouvelle anomalie est dangereuse ? Qu'est-ce qui peut bien nécessiter la construction d'un tout nouveau site juste pour la contenir ? Quoi qu'il en soit, toutes ces années passées à sécuriser, contenir et protéger l'ont préparé à toute éventualité. Il a vu des créatures étranges, des lieux maudits et des objets qui défient les lois de la physique. Peu importe ce qui l'attend à son nouveau poste, il saura y faire face. Il se rince les cheveux avant de couper l'eau. Il sort de la douche et se tourne vers le miroir embué. Il y passe sa main et croise son regard dans le reflet. Il est surpris par son air grave et ne peut s'empêcher de penser que quelqu'un d'autre l'a regardé de cette façon, de ses yeux gris et durs il y a si longtemps. Son frère et lui ne se sont jamais bien entendus. Bien qu'ils aient le même visage, les mêmes cheveux et les mêmes yeux, ils ne pouvaient pas être plus différents. Il était le raté, celui qui ne pouvait pas se concentrer en classe et maladroit comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Son frère, lui, était le meilleur, l'étudiant vedette qui ne faisait jamais rien de mal. En grandissant, il a essayé de sortir de l'ombre de son frère et de se montrer à la hauteur des attentes de leurs parents. Mais quoi qu'il fasse, son frère le faisait toujours mieux. Il est entré dans une grande université. Son frère est entré à Harvard. Il a eu un travail, son frère en a eu un encore plus prestigieux. Il a eu une Honda, son frère a eu une Mercedes. Il est tombé amoureux d'une fille que son frère a épousée. C'était comme s'il n'arriverait jamais à se débrouiller seul. Comme s'il n'arriverait jamais à être autre chose que la version inférieure d'un homme parfait. Un vilain petit homoncule avec en lui gravé l'image de quelque chose de plus grand que lui. Le soir du mariage de son frère, la rancœur enfouie a fini par remonter à la surface. Il a des bribes de souvenirs de cette nuit. Des mots durs, un 5e verre, une coupe de champagne cassée. Son frère a dit quelque chose qui a dépassé les limites, qui l'a profondément blessé. Sans réfléchir, il l'a poussé, juste un peu trop fort. Il a vu son frère tomber et sa tête heurter le coin de la table. Et ensuite, il n'a plus bougé. Il a pensé à se rendre à la police, mais une autre idée lui a traversé l'esprit. Pourquoi détruire 2 avenirs en un instant ? Son frère était mort, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Devait-il vraiment passer le reste de sa vie en prison pour une erreur tragique ? Ça ne lui semblait pas juste. Il a préféré élaborer un plan. Pour une fois, il se félicitait des similitudes entre lui et son frère. Leur écriture, par exemple. Il a écrit un mot à la nouvelle épouse de son frère, lui disant qu'il ne pouvait plus assumer d'être sous pression. Il allait donc partir, fuir en Europe pour commencer une nouvelle vie, sous un nouveau nom, et laisser derrière lui toutes ses anciennes attaches. Alors il a mis le corps de son frère, celui qui ressemblait tant au sien, dans une valise. Il s'est rendu dans les bois, dans un endroit où il s'était perdu quand ils étaient enfants, et il y a enterré si profondément que personne ne le retrouverait jamais. Il n'oubliera jamais ce qu'il a ressenti cette nuit-là, creusant dans les ténèbres de la forêt, le visage couvert de morve et de larmes. Sa pelle creusant la terre encore et encore, jusqu'à ce qu'il ait fait un trou assez grand pour y déposer la caisse dans laquelle se trouvait le corps sans vie de son frère. Chaque pelletée de terre qu'il empilait pour camoufler son crime lui paraissait plus lourde que la précédente. Mais que diable venait-il de faire ? Mais une fois l'acte sinistre accompli, les explications rationnelles avaient estompé la gravité de son crime. Il y avait 1 million de raisons qui justifiaient son acte. C'était justifié. C'était un accident, bien sûr, ça c'était clair. Mais son frère ne l'avait-il pas aussi mérité pour avoir étalé sa vie parfaite devant lui pendant toutes ces années ? Qui est un corps sans vie et sans aucune valeur maintenant ? Les choses s'équilibraient. Personne ne saura jamais ce qu'il a fait. Personne sauf lui, lorsqu'il a l'impression de voir son frère dans le miroir et qu'il se remémore son humiliation, même s'il s'efforce d'oublier. Mais cette époque est révolue depuis longtemps. Désormais, il profite du temps présent et se rafraîchit en s'aspergeant le visage d'eau froide. Il chasse ses mauvais souvenirs et s'habille. Il est temps de se mettre au travail. Lorsqu'il arrive sur son lieu de travail, il est surpris par ce qu'il voit. Il s'agit d'un grand château et le temps ne l'a pas épargné. Ce n'est pas la fondation qui a construit cette structure, mais elle s'y est installée. Il s'est mis en retard à cause de ses pensées et il n'a même pas encore pris le temps de prendre connaissance des documents sur lesquels il doit travailler. Mais quand vous êtes un directeur de site, peu importe si vous êtes un peu en retard. Vous êtes le patron, le grand patron, le maître des lieux. Cette simple pensée suffit à lui redonner confiance. Il va devoir demander à quelqu'un de le guider,
un subordonné enthousiaste qui ne rechignera pas à lui expliquer les bases. Tel un robot, une jeune assistante de recherche se précipite vers lui, tenant un bloc-notes et débordant d'énergie. Il est évident qu'elle ne travaille pas ici depuis longtemps. Il y a encore cette petite fraîcheur dans son regard. Il se dit « Ce que tu vas découvrir ici va bientôt finir par te refroidir, ma chère. » L'assistante le guide à l'intérieur du château, lequel a été refait à neuf et a été équipé de matériel moderne et élégant. Un escalier en pierre a été remplacé par des ascenseurs. Les bustes en marbre ont fait place à des caméras de sécurité et à des écrans. Il pénètre dans l'un des ascenseurs et l'assistant appuie sur le bouton pour accéder au niveau inférieur. Il s'enfonce dans les entrailles du château, dans le ventre de la grosse bête. Les portes s'ouvrent et ils en sortent. L'air ici-bas a une odeur particulière, une odeur de moisi avec une pointe de sang séché. Le long du mur, il aperçoit des cellules de prisonniers, 8 pour être précis, toutes fermées à clé. Vu leur état, il est clair qu'elles ne datent pas d'hier. Ce n'est pas la Fondation qui les a créées. Naturellement, il a du mal à s'expliquer leur présence. Ces cellules doivent être l'anomalie pour laquelle il est ici, et dont il doit superviser le confinement. Il aurait dû lire le dossier avant d'arriver. Il n'aurait pas dû se laisser distraire. Ainsi, il aurait su dans quoi il s'engageait. « Nous y voilà !» dit l'assistante, ce qui fait sursauter l'homme. Il avait presque oublié qu'elle était là, à côté de lui. « Dois-je vous faire le tour du propriétaire ?» Elle ne va pas faire long feu ici avec une attitude aussi enjouée, se dit-il. Mais il acquiesce tout de même. Elle marche devant lui en consultant scrupuleusement son bloc-notes. « Voici la première cellule. Comme vous pouvez le voir, elles sont toutes inactives pour le moment. Mais nous effectuerons des tests plus tard. Et vous aurez l'occasion de les voir en action. C'est vraiment quelque chose. » Elle poursuit ensuite son chemin vers la deuxième cellule. Il existe de nombreuses applications potentielles concernant cette anomalie qui, une fois que nous la comprendrons, pourraient être incroyablement prometteuses. Il n'écoute qu'à moitié. Alors qu'il s'approche de la troisième cellule, l'assistante se retourne vers lui. « J'ai vraiment hâte de travailler avec vous, monsieur. J'ai entendu tellement de bien vous concernant. » Il veut faire abstraction de ses louanges et feindre d'être humble, quand un bruit le fait sursauter. Un grincement métallique, le couinement d'une porte inutilisée depuis longtemps. La troisième cellule s'ouvre d'elle-même. Le visage blême, l'assistante feuillette ses notes. « Cela n'est pas censé se produire. Cela ne devrait pas se passer comme ça. » Elle bégaye, mais il entend à peine ce qu'elle dit. Il observe fixement, médusé, cette obscurité qui règne à l'intérieur. Il y a un bruit de cliquetis, comme des chaînes que l'on traîne sur un sol de pierre. Que va-t-on libérer de cette geôle ? Il se prépare, se souvenant de toutes les fois où il a frôlé la mort par le passé. Mais rien ne pourra le préparer à ce qui est sur le point de surgir. 2 menottes de fer, reliées à des chaînes, sortent de l'ombre et se dirigent vers lui. Elles se referment brusquement autour de chacun de ses poignets, au point de lui couper la circulation sanguine. Puis, une force invisible à l'autre bout des chaînes se met à le tirer. Il se débat, les entraves le tailladent et l'assistante crie à l'aide, mais en vain. La chose qui le tire et qui tente de l'enfermer est bien plus forte que lui. Les chaînes le tirent à l'intérieur de la cellule, puis la porte se referme. Pendant un instant, il croit voir son frère en train de rire. Puis, l'homme disparaît. La cellule est vide et l'assistante traumatisée. Parfois, les erreurs du passé reviennent vous hanter. Et hélas pour cet homme, il n'y a pas de prescription quand il s'agit du SCP-567 ou du donjon. Au cas où ce sobriquet ne serait pas assez évocateur, le donjon n'est pas le genre d'endroit dans lequel on souhaite être enfermé. Le SCP-567 est composé d'une série de 8 cellules situées sous le site 41 de la Fondation. Chaque cellule est désignée par un numéro, de SCP-567-1 à SCP-567-8. La plupart du temps, les cellules sont inactives et ne se distinguent pas d'une cellule de prison ordinaire. Cependant, lorsque quelqu'un que l'une des cellules juge coupable d'un délit spécifique se trouve à proximité, les propriétés anormales du SCP-567 se manifestent pleinement. Chaque cellule punit un acte horrible spécifique. Le SCP-567-1 cible ceux qui ont commis un vol. Le 2 punit les agressions sexuelles. Les 3 et 4 punissent différents types de meurtres. Le 5 punit l'adultère. Les 6 et les 7, je crains de ne pas réussir à comprendre ce qui est écrit. Quelqu'un semble avoir délibérément raturé ce qui est écrit dans le dossier. Quant au SCP-567-8, quel que soit l'acte répréhensible qu'il choisit de sanctionner, il demeure inconnu et il ne s'est jamais activé depuis que la Fondation en a pris connaissance. Toutes les autres cellules sont complètement vides, mais la 567-8 contient une chaise en bois qui est clouée au sol au centre de la cellule. La fonction de cette chaise n'est pas claire. Lorsqu'un individu ayant commis l'un des actes susmentionnés s'approche à moins de 2,50 m de la porte de la cellule, des chaînes en sortent, semblant surgir de nulle part. Ces entraves se verrouillent alors autour des poignets de l'individu et l'entraînent à l'intérieur, puis la porte de la cellule se referme et se verrouille d'elle-même.
Puis le prisonnier et les entraves disparaissent. De nombreux chercheurs ont comparé cette anomalie, tant sur le plan de sa fonction que sur le plan de son procédé, au SCP-1002, ou liquidateur, et au SCP-2701, ou véritable isolement solitaire, dont j'ai déjà longuement parlé. Depuis que la Fondation surveille le SCP-567, seuls 2 prisonniers ont réapparu après avoir été capturés. 68 heures après avoir été placé à l'intérieur du SCP-567-3, l'agent D-903-912 s'est échappé et a été retrouvé à terre, à l'extérieur du site 41. Il est mort quelques instants seulement après sa réapparition, avant que toute intervention médicale ait pu avoir lieu. L'autopsie a révélé de graves blessures, notamment des lacérations, une hémorragie interne et des brûlures aux poignets et aux chevilles. Le deuxième sujet à être réapparu fut l'agent D-937-122, qui fut retrouvé 157 mois après avoir été enfermé dans le SCP-567-6. Malgré ses blessures, dont un traumatisme crânien, des doigts manquants et les mêmes marques de brûlure sur ses poignets et ses chevilles, ce sujet avait beaucoup plus d'énergie et a tenté d'attaquer le personnel de la Fondation qu'il a découvert. Elle a été maîtrisée par plusieurs gardes et interrogée par un agent anonyme. Heureusement, un enregistrement audio de l'entretien était joint au dossier, nous donnant ainsi un aperçu de son déroulement. « Merci de bien vouloir décliner votre identité », a débuté l'agent. L'agent D-937-122 n'a pas répondu. « Merci de bien vouloir décliner votre identité », a-t-il répété. Mais de nouveau, aucune réponse. L'agent a soupiré et a changé de tactique. « Écoutez, je suis vraiment désolé et je veux vous aider. Mais nous ne pouvons pas vous soigner si vous ne coopérez pas avec nous. Alors s'il vous plaît, veuillez décliner votre identité pour l'enregistrement. » L'agent de classe D a finalement répondu de façon virulente. « Mon nom ? Tu veux savoir mon nom, hein ? Rien à foutre de mon nom. Je n'en ai pas. Il n'y a rien du tout. Mais il y a quelque chose. Je me suis échappé. J'ai enlevé les entraves de métal. Aucun des... » Et là, l'audio est tellement altéré que je n'ai pas pu comprendre ce qui se disait. Une fois les interférences dissipées, on a pu entendre l'agent D-937-122 crier « Je dois être libéré. Laissez-moi partir !» Une bagarre a éclaté alors qu'elle tentait de s'échapper. L'agent a ensuite tenté de calmer l'agent de classe D. « Je vous présente mes excuses, mais nous avons maintenant l'opportunité de... » « Au diable ton opportunité! Il n'y a pas d'opportunité! Il n'y a que la fuite! Tu m'as traité de monstre! Peut-être que j'en suis un, mais les cauchemars, ils... » Ensuite, ses propos sont devenus incompréhensibles. Puis elle a recommencé à parler normalement. « Comparé à leurs crimes, je n'ai rien fait. Rien du tout. Je n'ai rien fait de mal. Rien. » C'est alors que l'agent de classe D est devenu inconsolable. Ses paroles se noyaient dans ses sanglots. L'agent a essayé de la calmer, mais sans succès. Après un moment, l'agent de classe D a commencé à suffoquer, comme si elle avait du mal à respirer. Elle a posé sa main sur sa poitrine. Elle était en train de faire un arrêt cardiaque. L'agent a tenté de lui faire un massage cardiaque, mais en vain. Et au bout de quelques minutes, elle est morte. Une autopsie a été ordonnée après l'entretien, qui a révélé la cause de sa mort. Son corps était couvert de petites perforations et un rapport de toxicologie a révélé la présence d'un poison inconnu dans son sang. Bien que seules 2 personnes soient sorties du SCP-567, elles ne sont pas les seules formes de vie à s'être échappées des cellules du donjon. De temps en temps, les portes d'une cellule s'ouvrent et une entité en sort. Ces créatures portent le nom de SCP-567-9 et se montrent toujours très agressives. En général, ils ne ressemblent pas à un animal existant, mais plutôt à une sorte de créature inconnue. Une fois qu'un spécimen de SCP-567-9 s'est échappé de sa cellule, il tente de s'évader du donjon et d'attaquer tout ce qui se trouve sur son chemin. Le premier spécimen de SCP-567-9 découvert par la Fondation était une créature à 4 membres, d'environ 2 mètres de long. Elle marchait à 4 pattes mais avait des mains semblables à celles des humains, sur ses membres supérieurs, avec des pouces opposables et était suffisamment habile pour faire fonctionner des machines. Elle était très intelligente et a utilisé cette intelligence pour éliminer 14 agents de la Fondation avant qu'elle ne soit maîtrisée. Tous les détails concernant le SCP-567-9-2 ont été supprimés de tous les documents officiels. Tout ce que je peux conclure du dossier est que 9 personnes ont été tuées après son apparition et que l'un des agents qui a aidé à le contenir a demandé et a bénéficié d'un soutien psychologique après ce qu'il a vécu au cours du processus. Donc peu importe ce à quoi il a été confronté, il ne s'agissait pas de quelque chose de bénéfique. Au cours d'une série de tests de routine réalisés sur le SCP-567-4, alors que la porte de la cellule était ouverte, un spécimen du SCP-567-9 est apparu et a attaqué et tué le chercheur qui dirigeait les opérations. L'entité n'a pas été maîtrisée, mais après 7 victimes, elle a été attirée vers sa cellule d'origine. À ce moment-là, la cellule a déployé ses chaînes et la créature a été ramenée à l'intérieur. La
La dernière affaire impliquant le SCP-567-9 est survenue lorsque la porte du SCP-567-7 s'est ouverte et refermée spontanément. Ce phénomène a été constaté sur les images de vidéosurveillance, mais aucun des agents de sécurité n'a pu voir quoi que ce soit sortir de la cellule. 2 semaines plus tard, un agent affecté au donjon a été retrouvé mort chez lui, dans son lit. Les circonstances de sa mort étaient pratiquement identiques à celles attribuées au SCP-966, une créature cauchemardesque connue sous le nom de tueur de sommeil, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Lorsque l'entité en fuite a été retrouvée sur le site 41, elle ressemblait à une espèce de SCP-966, à quelques différences près. Elle a été contenue avec succès, et les caméras de sécurité du site ont été perfectionnées afin de se prémunir contre de futures anomalies de ce type. Bien que de nombreuses informations soient manquantes dans le dossier, comme l'apparence exacte des créatures qui ont surgi des cellules, j'en ai déduit une chose. Les endroits où le SCP-567 emmène ceux qu'il juge coupables sont des prisons pour toutes sortes de monstres. Les humains ne sont pas les seuls à devoir répondre de leurs crimes. En lisant des choses sur le donjon et les différents tests le concernant, une question plutôt morbide m'est venue à l'esprit. Qu'arriverait-il à un sujet reconnu coupable de plusieurs crimes? Quelle cellule se ferait juge, entre guillemets? Par chance, et hélas pour lui, un agent de classe D m'a permis d'obtenir une réponse. L'agent D-834-200 a été utilisé comme cobaye lors des études préliminaires sur le SCP-567. Il a été placé devant les SCP-567-6 et 7. Presque instantanément, les cellules se sont ouvertes et les entraves ont jailli pour s'emparer de lui. Son poignet et sa cheville gauche ont été happés par la cellule 6, tandis que son poignet et sa cheville droite ont été saisis par la cellule 7. Puis il a été attiré dans les 2 cellules. Enfin, une moitié de lui a été attirée dans chaque cellule. Comment faire pour expliquer au mieux son triste sort sans susciter un malaise excessif? Avez-vous déjà tenu un bréchet dans votre main lors d'un dîner de famille, tandis que votre frère ou votre cousin tenait l'autre côté, en tirant tous les 2 dessus jusqu'à ce qu'il se brise? Eh bien, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Le site 41 de la Fondation SCP a été établi dans le château abandonné qui renferme le SCP-567, afin d'empêcher toute personne d'entrer en contact avec. L'entrée du donjon est verrouillée en permanence et les portes de chacune des cellules sont placées sous vidéosurveillance. Si une porte est ouverte sans autorisation, la force opérationnelle Delta 9, également connue sous le nom de HAX, sera déployée pour contenir le phénomène lié au SCP-567-9. Si, pour une raison quelconque, on ne parvient pas à le contenir, la force opérationnelle est autorisée à mettre fin à ses agissements de façon définitive. Afin d'éviter toute perte inutile de personnel, tous les candidats à la force opérationnelle Delta 9 doivent avoir un casier judiciaire vierge et n'avoir jamais commis de meurtre, même à la demande de la Fondation. Être très respectueux de la loi, savoir faire preuve de loyauté, d'altruisme et d'empathie. Un solide sens moral est considéré comme une condition essentielle pour travailler près du SCP-567, sans quoi les personnes concernées viendraient s'ajouter à la longue liste de détenus suppliciés. La Fondation a été confrontée à de nombreuses anomalies susceptibles de représenter un danger pour l'organisation elle-même. Le SCP-567 ne fait pas exception. Un nombre incalculable d'agents de la Fondation ont commis des actes terribles pour le plus grand bien de tous. Ils ont menti, volé et même tué pour protéger et préserver de lourds secrets. Il convient d'être très prudent lorsqu'on a affaire au donjon, même si une personne estime que ces actes répréhensibles par la loi étaient justifiés. En effet, vous ne pourrez pas plaider votre innocence si la prison qui vous accueille est à la fois juge, jury et bourreau. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-2128, le berceau des menteurs, pour découvrir un autre système surnaturel de sanctions. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.